Bonjour José Garçon, vous êtes professeur de géopolitique à l'INSEC et à l'Institut Léonard de Vinci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans la matinale de Média TV. Avec vous, on va parler de ce nouveau soutien européen à l'Ukraine. Alors, j'ai presque envie de dire de ces nouveaux soutiens, d'en parler au pluriel, parce que hier avait lieu à Paris la réunion dite de la coalition des volontaires. Ce sont 37 pays qui se sont réunis autour d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et puis à l'issue de cette réunion a été annoncée la création de la coalition dans la coalition, une espèce de sous-ensemble dont on va essayer de comprendre l'intérêt, surtout avec cette coalition, cette fois, qui, disons, va essayer d'apporter des solutions dites balistiques à la fois l'Union européenne, bien sûr, pour sa propre défense, et aussi à l'Ukraine pour sa défense actuelle dans sa guerre contre les Russes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette coalition de la coalition ? Oui, d'abord merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Vous savez, dans cette affaire de défense dite européenne, il faut revenir au basique. Et le basique, c'est que les pays qui forment l'Europe n'ont pas du tout la même perception des risques internationaux. C'est ça le vrai problème. Un pêcheur portugais, un agriculteur polonais ne s'entendent pas nécessairement sur ce qui constitue une menace pour leur pays. De là à dire qu'on veut créer une politique européenne, c'est un grand saut que l'on fait. Il y a plusieurs obstacles. Le premier, c'est le fait qu'on n'a pas la même perception du risque et donc comment on va faire pour prendre des décisions. Le deuxième, c'est que je vous rappelle que l'industrie de l'armement, c'est quelque chose qui dépend étroitement des finances publiques. Si on, si on a un programme pour les missiles, si on a un programme pour un avion, il faudra que quelqu'un l'achète, ça ne peut être que l'État. Et nos États n'ont plus les finances pour acheter. Donc là-dessus, il y a une deuxième question. On peut créer des programmes, on peut créer des coalitions, mais au bout du compte, il faudra bien que quelqu'un achète ses armements aux industriels. Et ce quelqu'un, vous connaissez l'état des finances publiques de la France, on est dans une situation telle que je vois mal comment l'État pourrait encore plus dépenser en finançant une nouvelle activité. Donc il y a un certain nombre de points d'interrogation. La création de coalitions, d'angle à la coalition est une bonne initiative, mais je ne suis pas sûr que derrière on puisse vraiment penser que quelque chose de concret va arriver. Pour vous, c'est uniquement de la politique, c'est de l'affichage pour montrer à Vladimir Poutine particulièrement, bien que Volodymyr Zelensky n'est pas seul. Oui, on ne montre à Vladimir Poutine que nos faiblesses, parce que dire qu'on est à 37 pour faire une union, n'est-ce pas? Le thème du défilé d'aujourd'hui, c'est le réveil stratégique de l'Europe. Les Russes et Vladimir Poutine en particulier savent très bien que on ne fait pas une guerre à 37. Ils savent aussi très bien qu'on n'a pas du tout gagné la guerre en Ukraine et que les économies européennes sont exsangues, ne peuvent plus fournir d'armement. Et donc, je pense que du côté de Moscou, on doit se demander, est-ce que c'est de la posture? Est-ce que c'est de l'inconscience de la part des Européens? En tout cas, ce n'est pas une menace contre la Russie que nous avons vue. Oui. Alors, on se doute un petit peu que l'Ukraine a besoin d'aide et les Européens sont pour cela bien présents. On se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 90 milliards d'euros qui ont été débloqués en faveur de l'Ukraine pour pouvoir subvenir à ses besoins, à la fois civils et militaires. Là, Volodymyr Zelensky, pas plus tard qu'hier, a annoncé qu'il allait acheter des Rafales, des avions de chasse français. Mais tout ça, avec quel argent ? C'est les Européens qui prêtent. C'est les Européens, voilà. Est-ce que, quelque part, dans tout ça,
les Européens ne sont pas en train de mettre l'Ukraine sous une espèce de tutelle? Tout à fait. Les 90 milliards de dollars ont été prêtés sans garantie, qu'avec cet argent qui est en fait un cadeau, qui ne sera jamais remboursé, l'Ukraine achète des produits européens, c'est un peu normal, mais c'est comme si la main droite vendait à la main gauche. Et donc, on n'avance pas pour autant. La défense de l'Ukraine s'est organisée du côté européen depuis maintenant 4 ans. Et sur le terrain, malheureusement, on n'en voit pas les conséquences. Oui. Sans Donald Trump qui viendrait lui-même, ou en tout cas les États-Unis, qui viendraient eux-mêmes essayer d'apporter un poids supplémentaire à cette fameuse coalition des volontaires, vous nous dites ce matin qu'elle est un peu presque vouée à l'échec. Oui, je pense pas. Je pense que le président Trump a compris que les États-Unis étaient dans une position intenable vis-à-vis de l'OTAN. Je n'imagine pas les États-Unis investir dans des systèmes d'armement européens. Ils ont leur propre système d'armement. Je n'imagine pas les États-Unis faire de nouveaux cadeaux à l'Ukraine. Donc, on est dans une situation tout de même qui est une situation de crise. Le commandant suprême des forces de l'OTAN assiste au défilé ce matin, le défilé du 14 juillet, mais on va se demander qu'est-ce qu'il y a derrière les 4 lettres OTAN. À partir du moment où les États-Unis expriment leur tiédeur par rapport à une intervention dans l'OTAN, à partir du moment où ils n'arrivent pas à se dépêtrer de ce conflit en Iran, pour ne pas dire davantage, on les imagine mal rentrer dans une Xème coalition. Oui. Est-ce que, selon vous, il est temps de s'asseoir à la table des négociations et de faire les concessions nécessaires parce que ça ne peut pas durer encore très longtemps, que ce soutien à l'Ukraine et pour les Ukrainiens, ça risquerait d'entraîner, eux, de leur côté, des pertes territoriales? Tout à fait, tout à fait. En fait, les Européens ne veulent pas reconnaître une réalité géopolitique. La réalité géopolitique est que sur le terrain, quoi qu'on en dise, quels que soient les commentaires que l'on fasse sur l'activité militaire ukrainienne, sur le terrain, l'Ukraine a perdu, la Russie a gagné, et ce n'est que quand on reconnaîtra ce fait élémentaire qu'on pourra commencer à négocier. On ne peut pas commencer à négocier avec la Russie en disant c'est nous qui avons gagné, arrêtez tout, retournez chez eux. Le rapport de force exige que l'on reconnaisse ce qui se passe sur le terrain, que la réalité soit admise. Une fois qu'elle sera admise, à ce moment-là, des négociations pourront avoir lieu. Et à mon sens, ces négociations iront très vite si, évidemment, l'Europe ne commence pas à se fixer des objectifs un peu illusoires de retrait des troupes russes, etc., etc. La négociation, c'est bien, mais ça doit aller avec du réalisme. Oui. Est-ce que vous pensez que cette réunion d'hier de la fameuse coalition des volontaires, ces 37 pays qui ont quand même fait le déplacement à Paris, l'annonce de la part d'Emmanuel Macron de la création d'une coalition dans la coalition, est-ce que vous pensez que c'est surtout de la posture politique? Oui, oui. C'est de la posture politique, d'autant que vous remarquez à l'emploi du mot coalition. C'est un mot qui est employé dans le langage politique américain. En anglais, coalition, ça veut dire quelque chose. En français, vous voyez bien que coalition n'est pas alliance, coalition n'est pas on se défend les uns les autres. Le mot coalition, dans le langage géopolitique français, n'a pas un sens très précis, il a même un sens très vague. Donc là, on a utilisé un vocabulaire américain pour signifier quelque chose qui, du côté européen, ne veut pas dire grand-chose. Donc, faire des coalitions, vous savez, coalition des volontaires,
c'est la traduction un peu servile de Coalition of the Willing. Mais le willing en anglais, ce ne sont pas les volontaires, et le coalition en anglais américain, c'est quelque chose de très fort. En français, ça n'a pas de connotation vraiment contraignante. José Garçon, je rappelle que vous êtes professeur en géopolitique à l'INSEC et à l'Institut Léonard de Vinci. La question que je vais vous poser, peut-être j'aurais dû la poser à un stratège militaire, vraisemblablement, mais je vais quand même tenter le coup avec vous. Est-ce que c'est le moment, selon vous, pour Vladimir Poutine de mettre toutes ses forces dans la bataille parce que on est à un moment critique de ce conflit avec l'Ukraine et que ça pourrait justement entraîner un accord de paix à venir? En tout cas, les informations qu'on a de la Russie sont claires. La Russie souffre de ce conflit. Elle souffre démographiquement, elle souffre économiquement. Donc, il est clair que si une proposition est avancée, une proposition raisonnable est avancée, je crois que la Russie la saisira. Encore faut-il se rendre bien compte que le temps joue pour les Russes. Les Russes sont sur place. Plus on tarde, plus ils gagneront du terrain. Ce ne sont pas les attaques de drones contre des centrales électriques, etc., en Russie qui changent le fait réel. Le fait réel, c'est que la Russie occupe une partie du territoire ukrainien. Il faut le reconnaître, savoir comment on le négocie, mais le nier ne sert qu'à prolonger le conflit. Oui. Est-ce que vous pensez que, en accompagnant les Ukrainiens à ce point, est-ce que vous pensez que les Européens ont peut-être commis une petite erreur politique? Quand je dis petite, c'est pas à moi de l'évaluer évidemment, mais quand même une erreur politique parce que c'est finalement une situation de non-retour dans les relations avec la Russie. Je pense que c'est une grande erreur et pas une petite erreur. Pourquoi? Parce que on mélange les émotions, les sentiments d'un côté et la géopolitique de l'autre. Que l'on ait pour le régime de Vladimir Poutine un sentiment réservé, que l'on soit hostile à ce qui se passe en Russie, c'est compréhensible. Mais la géopolitique a ses lois. Et dans les lois, on sait une chose, c'est que la Russie n'a jamais été vaincue. Ni Hitler, ni Napoléon, personne n'a réussi à vaincre la Russie. Donc, s'engager dans une bataille en mettant toutes ses forces dans cette direction, c'est un peu s'engager dans un couloir sans fin. D'ailleurs, les Américains l'ont compris très tôt. Si Trump a essayé de négocier avec Poutine, c'est bien parce qu'il a compris que l'Ouest ne gagnera pas. Au mieux, l'Ouest peut faire jeu égal, au mieux. Mais plus le temps passe, plus évidemment l'avantage revient à l'occupant. C'est depuis Clausewitz, Napoléon, etc. On sait très bien que celui qui occupe un territoire, ben, il va falloir l'en déloger et ce ne sera pas simple sur un plan diplomatique. Oui. Un mot, si vous le voulez bien, assez rapidement, mais je voulais quand même vous poser la question de la Pologne qui veut introduire une loi européenne pour empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. Tout cela en cause, c'est un fait historique qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, avec les Polonais qui accusent une faction ukrainienne d'avoir commis un génocide en Pologne, 100 000 morts quand même, hein, un génocide en Pologne. Qu'est-ce que vous en dites? Ça démontre que finalement, pour les Ukrainiens, c'est plus compliqué en Europe que ça n'y paraît. Oui, tout à fait. En fait, la Pologne, qui, comme on sait, est un très grand pays, est un pays qui a de la mémoire. Et la rupture avec l'Ukraine, qui n'est mentionnée d'ailleurs que de façon très périphérique dans les médias occidentaux, la rupture avec l'Ukraine, c'est un, comment dire, ça sonne un petit peu la fin du conflit. Si l'Ukraine perd la Pologne, il n'a jamais vraiment eu la Hongrie. La Roumanie derrière
se garde d'intervenir. L'Ukraine est désormais isolée sur son propre territoire, ce qui est un comble. Elle est soutenue peut-être par Londres ou Paris, mais tout autour d'elle, il y a un désir de l'arrêter dans son conflit avec la Russie. C'est quelque chose qui, en fait, augure très mal du résultat de ce conflit, parce que désormais, l'Ukraine a un autre ennemi, entre guillemets, et celui-là, il sera difficile à écarter. Merci beaucoup, José Garçon, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale des Médias TV. Je rappelle que vous êtes professeur en géopolitique à l'INSEC et à l'Institut Léonard de Vinci. Merci encore de nous avoir apporté votre éclairage. Excellente journée à vous et à très bientôt, on l'espère.